mesdames et messieurs, je suis un peu désolé, c'est le juriste qui parle en dernier dans un beau débat de vraie architecture. Je vous ai préparé quelques diapositives pour agréer un peu ma petite intervention. En entendant mes préopinions, j'ai aussi deux anecdotes à raconter, c'est un peu des anecdotes. Alors la première, c'est qu'à l'Institut du droit de la construction, nous avons eu il y a quelque temps un mandat du SECO, secrétariat à l'économie, qui est donc chargé en Suisse d'essayer de dynamiser l'économie. Et ce mandat disait, est-ce qu'il serait possible d'autoriser une villa une fois en Suisse et ensuite de proclamer la libre circulation du bâtiment? Donc, pour reprendre l'exemple de M. de Vantéry, on obtient l'autorisation de ces villas à Genève, et puis après, on multiplie ces villas partout en Suisse, et puis on dit, il n'y a pas plus besoin d'autorisation, parce qu'ils ont l'autorisation, et il y a la libre circulation des bâtiments. Alors, j'entends, quand je proposais à des architectes, comment vous réagissez? Hurlement, disant, vous allez transformer la Suisse en un ghetto architectural, on aura les maisons de Vantéry, de Genève à Saint-Gall, et il n'y aura plus d'originalité de l'architecture. Juridiquement, ce n'est pas possible, puisqu'il faudrait avoir les mêmes voisins partout. Donc ça, on n'arrive pas à les déplacer. Et donc à chaque fois, il y a des nouveaux droits d'opposition. Deuxième anecdote, c'est l'ère d'Internet, vous avez dit, Madame la Présidente, et tout le monde se dit comment est-ce qu'on va protéger les droits individuels. Je préside la commission de recours de la faculté de droit de l'Université de Fribourg, où on a régulièrement des étudiants qui viennent se plaindre du mauvais traitement qu'ils ont subi aux examens. Et un cas très classique, c'est les étudiants qui sont exclus de l'examen ou qui reçoivent un échec pour cause de plagiat. Eh bien, tous, systématiquement, ils ont entre 20 et 25 ans, nous disent « j'ai pas plagié, j'ai été sur Internet et j'ai trouvé ce qu'il me fallait ». Donc ils ont une vision du plagiat qui est en train de changer radicalement. Internet, c'est des informations à libre disposition, comme à l'époque où on lisait le dictionnaire dans le fond, et puis on recopiait une définition. Personne n'avait l'idée de dire qu'on plagiait. Il me semble que Internet va passablement révolutionner les choses. Alors, il faut que je pointe là-bas. Ah, c'est comme ça. Bon, alors... voilà ce que j'aimerais vous dire. Est-ce que le droit d'auteur existe pour les architectes? C'est pas si évident. Quelqu'un me disait il y a quelque temps, est-ce que le garage à bus à Fribourg, à la gare de Fribourg, le garage des bus, est protégé par les droits d'auteur des architectes qui ont construit ce parking souterrain? Ouais, vous comprenez, on a fait des analyses du tracé des bus à l'intérieur, on a noué une surface à l'aéroport de Genève, et donc c'est très original de faire circuler tout autant de bus dans une surface aussi étroite. La réponse est sans doute non. Un garage, aussi génial soit-il, reste un garage, et il n'a sans doute pas l'originalité nécessaire. Je vais vous parler de la façon de renoncer au droit, quid en cas d'altération, et puis je vous montrerai quelques images, je vous donnerai ma conclusion. Alors, pour l'existence de ce droit, d'abord je dois dire que les choses ont j'aurais dû vous dire qu'il ne fallait pas les choses ont évolué de manière favorable pour les architectes, parce que désormais on a une loi, la loi sur les droits d'auteur, qui consacre par principe les droits intellectuels des architectes. Pendant des années ce n'était pas le cas. Et cette loi date de 1992. Jusqu'en 1992, les architectes n'avaient pas vraiment de protection autre que d'obtenir une clause contractuelle. De temps en temps, ça fonctionnait. Alors le contrat continue à exister, bien sûr. Puis la SIA a produit des textes très intéressants, comme par exemple les principes relatifs aux droits d'auteur. Et je vois que désormais, dans un certain nombre de programmes de concours ou de contrats, on se réfère, on intègre, on incorpore, disent les juristes, ces principes de la SIA. Donc globalement, les choses, je dirais, ont tendance à s'améliorer un petit peu. Qu'est-ce qu'une œuvre? Alors la loi le dit, article 2, par œuvre, quelle que soit la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel. Personne ne doute que les architectes ont tous un esprit magnifique. La vraie question, c'est est-ce que
le résultat du fonctionnement de cet esprit a un caractère suffisamment individuel. Alors, je vous montrerai tout à l'heure quelques images. Je vous lis comme exemple, concernant une villa, la villa de l'architecte Jean Givrin, qui est connue, a donné lieu à un certain nombre de jurisprudences très récentes, et je vous lis un extrait qui définit ce qu'est une œuvre. Le tribunal cantonal a observé que la villa litigieuse présentait une particularité au niveau de la toiture, qui, selon l'expert, a été conçue sur mesure et qu'elle était le fruit d'un travail intellectuel et possédait un cachet propre, que l'organisation et la disposition exacte de ces éléments est probablement spécifique à ce projet, qu'elle se distingue ainsi des villas communément érigées et qu'elle a fait l'objet d'éloges dans des magazines spécialisés, ceux-ci la qualifiant d'œuvre remarquable, singulière et réussie. Sur la base de ces éléments, le tribunal qualifie la villa d'œuvre protégée par le droit d'auteur. On verra tout à l'heure que cette villa n'a pas forcément connu la destinée que l'architecte aurait espérée, mais il n'empêche que c'est reconnu comme une œuvre architecturale, donc qui bénéficie de cette LDA, au motif qu'elle est suffisamment individualisée. L'expert, qui évidemment est un architecte, l'a dit, et puis les ouvrages, enfin les doctrines, les revues, écrites par des architectes, évidemment, l'ont dit aussi. Donc il y a une espèce de quasi-unanimité de la corporation, ce qui est déjà pas mal, compte tenu de la concurrence qu'on connaît entre les acteurs. Bon, alors, si on a une œuvre architecturale, quelle est la protection qui est accordée, à cette œuvre? Eh bien, on a des articles qui le définissent, et les juristes ont l'habitude de classer ces droits en deux catégories, les droits moraux et les droits patrimoniaux. Est-ce qu'on est dans la morale religieuse, éthique, etc.? Sans doute pas. C'est une traduction de l'allemand pour dire ici il y a les sous, là c'est autre chose que les sous, c'est la personnalité de l'auteur, c'est son caractère individuel qui fait que c'est un être humain. Alors quels sont ces droits? Eh bien, il y a d'abord le droit à la reconnaissance, ce qu'on appelle généralement, on n'ose plus le dire, dans les temps qui courent, c'est politiquement incorrect, la paternité de l'œuvre. Deuxièmement, le droit à la divulgation, c'est donc le droit pour l'auteur de décider à quel moment il rend publique cette œuvre. Ceci n'est pas un droit qui préoccupe les architectes. Les architectes, ils sont là, droit à l'intégrité de leur œuvre, dès l'instant où le bâtiment est remis en main du maître de l'ouvrage. Est-ce qu'on peut lui interdire, pour reprendre l'idée de la villa à Givrin, de couvrir la terrasse, par exemple? Et puis ensuite, les droits de reproduction. Alors ici, c'est la villa de Ventéry qui est reproduite de Genève à Saint-Gall. Et puis, en fait, finalement, le droit à la diffusion, qui n'est pas non plus quelque chose qui préoccupe beaucoup l'architecte. C'est le droit de multiplier les copies de Polytéris, comme vous avez dit. Donc, en réalité, le débat, il concerne essentiellement l'intégrité de l'œuvre et la reproduction. C'est les deux droits qui intéressent les architectes. Les maîtres de l'ouvrage ne sont pas tous des grands méchants loups. Dans le fond, un maître de l'ouvrage, il est prêt à reconnaître la maternité de l'œuvre. Il est même assez content de dire c'est une villa qui a été dessinée par de Ventéry et associés, etc. Ça a une certaine valeur ajoutée. Ce qu'il ne veut pas, c'est que cette générosité l'empêche de poursuivre son objectif économique et fonctionnel. Et puis, deuxièmement, il est assez rare que dans la vie pratique, un maître de l'ouvrage veuille multiplier les productions physiques de l'œuvre architecturale. Vous avez cité un exemple où on a reproduit. C'est pas vraiment là que je vois les enjeux. Le problème, c'est dans la phase de production de l'exemplaire unique, où parfois ça coince, parce qu'en cours de route, les grands amis du début ont une relation un petit peu plus difficile. Peut-on renoncer aux droits? Parce que dans le fond, les droits c'est bien, mais si vous signez comme quoi vous renoncez, ben vous vous retrouvez tout nu face à l'adversaire. Alors, quelles sont les hypothèses que je vois en pratique où on demande aux architectes souvent de renoncer à leurs droits d'auteur?
vous me direz, je renonce jamais. Il faut quand même travailler un petit peu. Donc, il y a des choses qu'on doit malheureusement accepter, que ce soit Philippe Maurice ou pas Philippe Maurice. Dans le domaine des concours, on a une évolution assez agressive envers les architectes que je vois se manifester de deux manières. Premièrement, de plus en plus de programmes de concours réservent l'exécution soit en traditionnel, soit en entreprise générale. On ne sait pas, on va voir. On n'a encore pas décidé. On n'a pas tout à fait le budget. Vous tirez, et puis vous pouvez bouger la position. Vous pouvez prendre la hauteur de hanche à peu près. Là, c'est pas moi. Je continue. Ouais. Du coup, alors, oui, entreprise générale ou traditionnelle, donc on laisse ouvert cela. Mais on dit dans le programme, ben alors par contre, vous, architecte, le jour où vous êtes lauréat, vous n'allez pas venir nous embêter avec je ne sais pas quelle espèce de droit individuel. Un peu plus haut si j'ai. Vous reconnaissez d'ores et déjà que vous pourrez être réduit au fameux 6% du suivi architectural, enfin cette formule diplomatique pour dire pas grand-chose en définitive. Dans les mandats d'études parallèles, on a aussi un problème fondamental de droit d'auteur, à savoir que le bureau d'architectes qui participe au MEP, ils sont moins nombreux que dans les concours, il signe dès le début qu'éventuellement son projet sera travaillé par d'autres. C'est une caractéristique qui vient du droit européen. Tous les participants au MEP mettent leur projet à disposition de l'ensemble des acteurs et tout le monde va travailler sur la solution qui est retenue par le maître de l'ouvrage. Écoutez, je suis navré, il doit y avoir une interférence avec la salle de gym en dessus. Ah, c'est génial, c'est un architecte qui a dû construire. Sur laquelle on n'est pas du tout branché, donc malheureusement. Je peux te parler sans micro. Je pense que c'est la meilleure solution, navré, vraiment. Est-ce qu'on fait un détail là? Voilà. Ouais. Génial. Bon, écoutez, alors article 404 Code des obligations, vous le connaissez, c'est ce fameux article qui dit que en tout temps, le maître de l'ouvrage peut renvoyer son architecte à la maison sans délai, sans indication de motif et sans indemnité. Bon, il y a bien un alinéa 2 qui dit en temps inopportun on peut demander des choses, mais enfin je ne sais pas si vous avez déjà essayé, c'est pas évident. Alors évidemment, pour que cet article fonctionne bien, il ne faut pas que l'architecte puisse dire d'accord, je suis renvoyé, mais les droits d'auteur c'est chez moi, alors tu arrêtes de construire. Donc en règle générale, le juriste qui est consulté va dire non seulement je te rappelle l'existence de 404, mais en plus tu renonces à tes droits d'auteur, de façon à ce que ce 404 puisse vraiment fonctionner. Il y a même des tribunaux qui disent que si l'architecte ne renonce pas à ses droits d'auteur, il empêche l'article 404 de fonctionner, et ça c'est nul en droit suisse, parce que l'article 404 est de droit impératif, encore pour quelques années en tout cas. Puis enfin, ça, cette pratique, je ne sais pas si les architectes qui sont ici l'ont vécu, c'est une pratique agressive qui consiste à dire dans le concours d'architecture ou dans le contrat passé avec l'architecte, voilà, tu es choisi, tu es lauréat, magnifique, félicitations, on va te payer, etc. Mais il y a une clause qui nous permet de vendre ce contrat à l'entreprise générale, qui devient une entreprise totale. Donc l'architecte qui a une relation magnifique avec le maître de l'ouvrage au début, se retrouve tout d'un coup sous-traitant de l'entreprise générale. Et comme vous savez, le cœur du maître de l'ouvrage et le cœur de l'entrepreneur général ne battent pas toujours à la même vitesse et ils ne sont pas émus par les mêmes aspects. Bon, alors, peut-on renoncer? Et la réponse, elle est très claire. Oui, l'article 16 de la LDA dit qu'un architecte peut valablement renoncer à son droit d'auteur. Maintenant, vous comprenez bien qu'on renonce à des tas de choses dans la vie sans forcément être libre. Et c'est là qu'il y a quelque chose à dire. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Je vous signale que, sur mandat de la SIA, le professeur Caron a publié une étude dans la collection de l'Institut qui s'appelle « Droit d'auteur des planificateurs ».
où il essaye de faire une proposition d'indemnisation et de dire l'architecte qui renonce, même contractuellement, à ses droits d'auteur, il a droit à une indemnisation supplémentaire, parce que non seulement il renonce à la valeur économique du droit, mais en plus il renonce à une forme de privilège de celui qui a eu l'idée de base. Cette approche du professeur Caron a le mérite d'exister. À ma connaissance, elle n'est pas encore entrée en réalité. Alors, passons au chapitre suivant, quid en cas d'altération. L'altération, c'est donc ce phénomène qui consiste, après la construction, à modifier l'ouvrage et à s'écarter du dessin original de l'architecte. Alors ici, j'ai trois choses à dire. Le principe, l'exception et l'exception de l'exception. Le principe qui figure dans la loi, il est très favorable à l'architecte. C'est l'auteur, donc l'auteur, le bénéficiaire du droit d'auteur, qui a le droit exclusif de modifier son œuvre. Seul, bon, Shakespeare est mort, seul l'auteur d'Harry Potter a le droit de dire « Attendez, j'ai modifié le volume numéro 6, finalement il n'est pas mort, parce que j'aimerais que ça continue. » Le droit de modifier appartient à celui qui a créé l'œuvre. Pour les architectes, on a dit « Ah non, ça c'est pas valable. » C'est pas possible, parce que quand même, c'est pas un disque ou un livre ou un tableau qu'ils produisent, c'est une maison, c'est un ouvrage en dur. Et on a créé une règle qui dit que expressément, les œuvres architecturales peuvent être modifiées par le propriétaire. Donc on a inversé complètement l'approche et on a dit, écoutez, vous faites le projet de l'ouvrage, de la villa, vous êtes correctement payé, cette villa est construite, d'abord, premièrement, le maître de l'ouvrage a le droit de construire une fois la villa, ça fait partie du contrat, puis deuxièmement, il a le droit de modifier cette œuvre. Il a le droit. Ceci, c'est le texte légal. Quand même, on dit, oui, mais bon, il y a une limite, à condition que l'altération ne porte pas atteinte à la personnalité de l'architecte. Donc on peut modifier, mais pas n'importe comment, n'importe quoi. Il ne faut pas porter atteinte à la personnalité de l'auteur. Alors cette formulation est très intéressante. Personne n'a dit à condition que l'altération ne porte pas atteinte à la maison. Non, ce qu'on protège, c'est la personnalité de l'architecte. C'est quand même très différent, et vous verrez que dans les exemples que je vous donne, c'est déterminant pour le tribunal. On protège l'auteur et pas l'ouvrage. On protège la réputation d'un fonds de Souventéry a fait une maison comme ça. Si elle est complètement transformée, ce qu'on veut éviter, c'est que tout le monde dise en Suisse, vous avez vu, il fait des maisons affreuses. C'est ça qu'on veut éviter. Ce n'est pas la maison en elle-même. Alors, les juristes diront, on est l'approche des règles de protection de l'article 27 Code civil, qui est la protection contre soi-même. Un architecte ne peut pas admettre qu'on porte atteinte à son intégrité physique, psychique, intellectuelle. Vous ne pouvez pas faire un contrat dans lequel vous acceptez que le médecin vous fasse très mal et fasse ce qu'il veut de votre corps, etc. Vous ne pouvez pas faire passer un contrat avec quelqu'un qui peut vous exploiter commercialement pendant 50 ans. On protège les gens contre leur atteinte à la personnalité. Bon, alors ça commence quand, l'altération de la personnalité? Oh, il n'y a pas beaucoup d'arrêts, il y en a quelques-uns, je vais vous montrer des images, mais à l'évidence, il en faut une bonne dose. Nous ne sommes pas du tout en droit français, où on a une conception des beaux bâtiments, où l'architecte français est assez vite protégé pour l'œuvre qu'il a produite. Nous ne sommes pas du tout en droit allemand, où les tribunaux allemands disent qu'il faut pondérer les intérêts, et il faut voir si l'intérêt de l'utilisateur est plus grand que l'intérêt de l'architecte. Le tribunal fédéral dit que ce n'est pas du tout ça. Vous pouvez tout faire, cher propriétaire, juste
n'allez pas jusqu'au moment où vous perturbez la personnalité de l'auteur. Donc, à l'évidence, c'est ça mon message ce soir, on peut dire tout ce qu'on veut sur le droit d'auteur des architectes, il est petit. C'est une réalité difficile pour les architectes. Évidemment, les maîtres de l'ouvrage conseillés par plein de juristes le savent. Et donc, c'est protéger l'architecte à travers le droit d'auteur en Suisse, à mon avis, pour être un peu sarcastique et provocateur, c'est illusoire. Il vaut mieux faire autre chose. Il vaut mieux être un excellent architecte, il vaut mieux avoir un bon projet économique, mais de dire j'ai mon droit d'auteur, je suis assis dessus et sans moi il n'y a rien qui bouge, à mon avis, c'est une stratégie qui fonctionne pas. Alors je vous cite une phrase fantastique du tribunal, je ne sais plus lequel, qui donne un exemple. Il dit à partir de quand il y a une atteinte à la personnalité de l'auteur sur une villa. Il dit à partir du moment où on appose une peinture inhabituelle sur la façade, où on la décore d'une mosaïque libidineuse. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas où ils ont été trouvés ce terme. Bon, voilà. Les tribunaux parfois ont des formules fantastiques. Cet arrêt n'est pas très récent, donc c'est un arrêt qui date déjà d'il y a 20 ans, 25 ans, et qui concerne une villa dans le canton de Saint-Gall. Et voilà un cas d'altération dite directe, c'est-à-dire au bout de quelques années d'utilisation, la commune, c'est l'école, la commune souhaite mettre un étage de plus pour des motifs assez classiques, il y a plus d'élèves qu'avant. Et il transforme ça en chalet, c'est-à-dire un toit pointu. Et le tribunal dit, écoutez, d'abord c'est la commune, elle en a besoin, et puis deuxièmement, ouais, est-ce que c'est si original que ça? Alors l'expert fait des analyses de la distribution des espaces, du fait que certains volumes se répondent, à l'évidence on est inspiré par l'architecture d'une certaine époque, mais en définitive, dit le tribunal fédéral dans cet arrêt, qui est ancien, aujourd'hui peut-être, on verrait autrement, il dit c'est quand même pas la catastrophe si on transforme ce machin, et donc ça va. L'architecte perd sa procédure, il n'est pas protégé, et l'école de Rapperswil est transformée en toit pointu. Ensuite, on a un arrêt 3 ans plus tard qui concerne les PFZ. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que c'est plus un objet, c'est un quartier. Et on est dans ce qu'on appelle l'altération indirecte. Vous voyez, les bâtiments qui sont là ne sont pas du tout touchés. L'altération provient éventuellement du fait qu'on colle un nouvel élément et indirectement on perturbe le site. Alors, le tribunal fédéral dans cette histoire dit que l'altération indirecte existe, je cite la formule, c'est traduit de l'allemand, si le projet de modification confine à la malhonnêteté morale. Donc on est à l'aise là, on peut faire pas mal de choses jusqu'à ce que ce projet a été, je ne sais pas si c'est construit, mais il a été en tout cas complètement admis, et le tribunal n'a pas accepté l'idée qu'il y ait une altération. Troisième exemple, c'est un arrêt Grison, beaucoup plus récent, 2008, où un architecte a dessiné cette église, 3 coupoles, et puis il a dessiné un bâtiment de service transparent où on voit à travers. En cours de route, changement d'architecte. La relation avec l'auteur du projet s'est gâtée, et du coup, la collectivité s'est dit, il nous faut un autre architecte, ils sont fâchés, et le nouvel architecte modifie un peu la couleur, et puis surtout, il remplace le projet initial par un grand bâtiment en verre. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, je préfère celui-là. Bref, c'est pas la même idée. Là, c'était transparent, on voyait à travers. Ici, à l'évidence, il a joué sur les reflets, les montagnes, etc. Et donc, recours de l'architecte initial qui demande la démolition de cet élément et 250 000 francs de dommages et intérêts. Il gagne. Le tribunal dit oui, c'est vrai, il y a une altération majeure de l'idée. Et le tribunal se fonde sur le fait que ce n'est pas une maison utilitaire, ce n'est pas une villa,
c'est pas une école, c'est une église, c'est un côté symbolique, et donc l'aspect architectural est plus fort. Et il dit, oui, toi, architecte initial, on te protège. C'est une altération. Maintenant, le problème, c'est que la commune est condamnée à publier le jugement dans une revue d'architecture et à donner 5 000 francs pour les frais d'avocat à l'architecte. Et donc, ça n'a pas été démoli. Et évidemment, les 250 000 francs, il ne les a jamais eus. Donc, c'est assez classique en jurisprudence. On donne raison à l'un, puis on dit « ouais, mais attends, je vais quand même compenser un peu ». Finalement, disons un mot de cette villa de Givrin, qui elle est intéressante parce que c'est l'arrêt le plus récent qui existe, un arrêt du tribunal fédéral qui date du 19 avril 2016. Donc là, on est dans le droit actuel. Ça donne l'état de la jurisprudence sur les droits d'auteur des architectes. Les propriétaires, très contents de ce projet, de cette villa, veulent couvrir la terrasse, au motif que, on imagine pourquoi, en été, il fait une chaleur colossale là-dessous, et donc ils veulent l'utiliser de manière plus agréable, et ils font un projet de couverture de la terrasse. Alors ici, on voit pourquoi il y a des litiges de droit d'auteur. C'est parce que celui qui a dessiné le projet, ce n'est pas l'architecte auteur de la villa. Donc souvent, c'est ça qui met le feu à la poudre, c'est que l'architecte dit, écoutez, laissez-moi faire, non, on a trouvé un autre pour X raisons, et donc du coup, l'architecte initial se dit, bah, puisque c'est comme ça, je ne vais pas me laisser faire. Souvent, c'est là que je vois le début du litige. Je pense à une villa à briques, par exemple. Alors, dans ce projet, le tribunal fédéral dit, c'est une œuvre. Je vous ai lu tout à l'heure l'extrait. C'est une œuvre. Ce qui est déjà remarquable, toutes les villas ne sont pas des œuvres. C'est une œuvre. Deuxièmement, est-ce que cette transformation de couverture, qu'on ne voit pas sur la photo, porterait atteinte à la personnalité de l'auteur? Réponse non. Ça ne serait pas un bâtiment honteux, il ne serait pas brocardé dans toutes les revues d'architecture, ça serait disproportionné de rendre l'œuvre intangible pour ses propriétaires, ses habitants, et de considérer qu'il y a une altération définitive de l'œuvre. Donc en définitive, le droit d'auteur, il est protégé, puis après, il est un peu vidé de sa substance, et l'architecte a perdu son procès ici. Voilà, je voudrais conclure en vous lisant quelques phrases qui valent ce qu'elles valent. D'abord, je pense qu'on n'est pas au bout du compte. Je sens une exacerbation, une crispation des parties. Les architectes sont devenus conscients de leurs droits d'auteur, comme toute la population est consciente de ses droits de création. Il n'y a qu'à ouvrir la télévision, n'importe qui fait n'importe quoi, dit c'est moi qui ai inventé, j'ai le droit des sous. Donc il y a une prise de conscience, en face, il y a une prise de conscience des maîtres d'ouvrage qui dit attention, il faut qu'on se protège, il ne faut pas qu'on soit empêché de réaliser nos projets par des droits d'auteur. Quelle est la solution? Alors, la solution la meilleure est sans doute une solution conventionnelle. On se met d'accord dès le début sur les règles qui seront applicables. Mais cette solution conventionnelle, elle doit être équilibrée. Ce n'est pas possible que le maître de l'ouvrage abuse de sa position dominante pour faire travailler l'architecte, le presser comme un citron, puis après jeter le citron à la poubelle. Je vois dans les MEP en général que ce n'est pas le cas. Les architectes sont globalement assez correctement payés. Savoir que le montant à disposition par l'organisateur du mandat d'études parallèles reflète plus ou moins le tarif SIA. Bon, on ne compte pas toutes les heures, comme vous savez, il y a du perte, mais ce n'est pas comme un concours. Par contre, je vois dans les concours une tendance à faire travailler les architectes, à fournir des esquisses, au deuxième tour à faire une espèce de avant-projet où il faut vraiment travailler, et puis là, à la fin,
Si tout se passe bien, eh ben, on a le deuxième prix, c'est-à-dire ça doit correspondre plus ou moins au prix de la maquette qui a été fournie, et puis les autres, ils n'ont rien. Donc, le concours ne peut fonctionner, n'est justifié que si c'est un vrai concours, c'est-à-dire un minimum de travail et ensuite une expectative pour celui qui est lauréat d'avoir la totalité du mandat. Si on fait travailler tout le monde et puis qu'après on en prend un, puis ce seul personnage, on lui dit tu n'auras que 6% de l'exécution, je trouve que la corporation d'architectes devrait monter à la commission de la concurrence et dire il y a des abus de position dominante du maître d'ouvrage qui en fait financent l'activité intellectuelle gratuitement. Ok, gratuitement. Bon, alors, ce qui m'étonne, je n'ai pas mis là-dessus, j'aurais dû, c'est qu'à mon avis, la meilleure façon de protéger le droit d'auteur, si on a une villa moderne comme celle de Givrin, c'est d'aller réveiller l'autorité cantonale de protection du patrimoine et dire là, il y a une œuvre, il faut la mettre sous protection. Et j'ai vu des exemples de villas très modernes, à Colonie par exemple, qui sont totalement protégées, considérées comme témoins d'une époque architecturale, et alors c'est sûr que l'œuvre de l'architecte est protégée. Pourquoi les architectes ne le font pas? Parce qu'évidemment, c'est sûr qu'eux non plus ne pourront pas transformer la villa après coup. Donc l'intérêt économique à cette démarche est sans doute peu motivant. Il me semble, en termes de, c'est ma dernière remarque, de démarche participative, on voit bien que la démarche participative, quelque part, porte atteinte à l'idée virginale de l'architecte, au geste initial. Parce que tout le monde s'en mêle et dit on ne pourrait pas faire des choses comme ça. N'y a-t-il pas un nouveau métier de l'architecte qui non seulement est capable de créer, mais ensuite d'accompagner la réflexion de tous les acteurs du quartier, des plaines du Loup, que sais-je, dans cette démarche participative? Je pense que là, il y a beaucoup de choses à faire.